Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Bandez-les blancs. Bandez-les maintenant, ok. Les parents de Matisse souhaitent pas qu'on porte ce sujet sur la place publique. Et ils souhaitent pas qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait la vie. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je voudrais simplement dire que Rémi André est le seul présentateur météo qui raconte tout ce qui se passe sans une note devant lui. Sans une note, le fait est à signaler. On en est très très fiers. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de l'État vautour. L'État vautour, c'est le titre d'une chronique de Nicolas Bavrez, de l'essayiste Nicolas Bavrez, que nous recevons toujours avec plaisir dans le Figaro d'hier. Qu'est-ce qui se passe au moment où Bruno Le Maire dit, écoutez, venez, on va discuter, c'est pas la peine de refaire une motion de censure, enfin, sur les lois rectificatives, sur la dette, etc. Non, discutons. Mais discutons de quoi ? Discutons de quoi ? Est-ce que nous sommes avec l'iceberg dans le Titanic ou pas ? On va en parler avec dit Nicolas Bavrez. Et puis on va parler de ce qui s'est passé avec Matisse, vous savez, Matisse Marché, l'adolescent qui a été proprement assassiné par un autre adolescent de 15 ans à Châteauroux. Encore une fois, c'est devenu quotidien en France. Terrible à dire, mais c'est devenu quotidien. Et surtout, on a vu le comprimé chauffé à blanc des excuses, du ballet des excuses, des culpabilités, des renoncements, des inversions accusatoires. On va en parler parce que c'est franchement le miroir qui réfléchit de ce qu'est la France dans un certain domaine aujourd'hui. Et puis, on va parler effectivement des perles, des bravos, Jean-François Killy, licencié de France Info, les LGBT, condamnés à mort en Irak, c'est pas nouveau, mais là, c'est le Parlement qui dit, attention, si vous êtes LGBT, eh bien, écoutez, donc je dis ça, n'allez peut-être pas en Irak pour le moment, ce n'est pas le moment vraiment. Et puis nous allons recevoir une romancière qui a écrit un livre assez bouleversant sur elle, sur sa vie. C'est un roman vrai, Annick Pérez, Comment j'ai échappé au malheur, où vous verrez Jean-Jacques Goldman est très présent dans ce livre. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oui, Charles Trenet, 12 France, où la dette publique a progressé depuis 1980 de 20% à 110,6% de PIB, soit 3100 milliards de mots. 3000, c'est à 3 trillions 100 milliards d'euros. 12 France, où la chute de la démographie continue de plus belle. 12 France, où la diminution de la productivité, chômage permanent, double déficit commercial, 100 milliards d'euros. Et le déficit public, 5,5% du PIB. Mais 12 France, puisque Bruno Le Maire, qui a écouté Charles Trenet, tend la main aux oppositions. Et que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, que le monde nous envie, puisque, rappelez-vous, il a réussi à mettre à genoux l'économie russe, comme il l'avait promis il y a un an, dit: je tends la main à tous les parlementaires de l'opposition qui souhaitent rétablir les finances publiques. Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes économiste, vous êtes avocat, vous avez écrit plusieurs livres et remarquables. Le dernier, le plus récent, Démocratie contre empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire en 2023. Vous aussi, vous avez envie vous souhaiter rétablir les finances publiques. Est-ce qu'on en prend le chemin ? On n'en prend pas du tout le chemin si on en juge par les déclarations du président de la République qui a dit que nous n'avons pas de problème de dépenses excessives mais de moindres recettes.
Et venant du président de la République, ça acte le déni complet de ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un vrai dérapage. Donc, il est bien vrai que la crise des finances publiques françaises est ancienne. Le dernier excédent, il date de Georges Pompidou. C'est 1973. Donc, nous avons... Plus de 50 ans. Voilà. Plus de 50 nous ans, avons ouais. aligné 50 ans de déficit. Mais aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une vraie perte de contrôle de ces finances publiques. Il y a une perte de contrôle du déficit à cause des dépenses, contrairement à ce qui a été dit, ouais. Et surtout une explosion de la dette dans un moment où les pouvoirs publics français sont partis de l'idée que la dette serait soutenable parce que les taux d'intérêt étaient réels ou négatifs. Or, aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs normal dans un système économique en régime de croisière, nous avons des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt réels. En fait, quand est-ce que, pour les économistes, la dette devient insoutenable dans ce qu'on appelle la croissance nominale, donc la croissance réelle plus l'inflation devient inférieure au taux d'intérêt. Or, nous y sommes. En 2024, la croissance sera autour de 0,7%. L'inflation sera un peu supérieure à 2, donc ça va faire autour de 2,8. Et les taux d'intérêt seront entre 3,2 et 3,5. Et donc là, on a une divergence, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, avec donc la charge de la dette qui va exploser. Elle était autour de 40 milliards au début de cette... et elle va passer à 70 milliards ou 80 milliards. Entre 70 et 80 milliards en 2027. Dans 3 ans. Et donc voilà pourquoi il y a un problème majeur. Et ce qui est frappant, c'est de voir que la classe politique française refuse de traiter ce problème. Et comme elle refuse de le traiter, en fait, la seule manière de le traiter... miser sur la croissance qui a été fait, puisque ça fait des décennies qu'on dit que la croissance va rétablir les finances publiques françaises, évidemment, c'est une illusion. Et je reviendrai, c'est une illusion parce que la croissance, elle est bloquée, notamment par l'improductivité du secteur public. Monter les impôts, on est à un record de ce qu'on appelle les recettes publiques, c'est à 52,5% du PIB, c'est le record mondial. Maintenant, si on augmente les impôts, on diminuera l'activité. Rappelez-vous, Giscard ou Pompidou, si on arrive à 40%, on sera en URSS. Hein, et donc, il reste une solution, c'est de s'attaquer aux dépenses, mais personne n'en veut. Mais alors justement, vous avez commencé par ça, Nicolas Bavrez, l'État. Alors l'État, très bien, l'État est censé nous protéger, l'État est censé, dans le régalien, faire ce qu'il doit faire. Mais en même temps, justement, votre chronique du Figaro d'hier, vous disiez l'État vautour. Mais comment un président de la République peut-il dire « Ah oui, le problème, c'est pas du tout les dépenses publiques ». Or, les dépenses publiques explosent, et les dépenses publiques, apparemment, il faut expliquer justement aux éditeurs pourquoi c'est improductif, pourquoi ce qui se passe du point de vue de cet État mammouth, de cet État obèse, en fait, ne fait rien, ni pour la croissance, ni pour la productivité, ni pour le reste. Alors, je crois que vos auditeurs le constatent quotidiennement. La dépense publique aujourd'hui, c'est 58% du PIB. Donc, c'est gigantesque. Ça veut dire que, grosso modo, 6 euros sur 10 qui circulent dans l'économie française sont des euros publics. Et chacun peut voir qu'en face de ça, eh bien la qualité de la santé se dégrade de manière spectaculaire, la qualité de l'éducation, n'en parlons pas, les transports, la justice, la police, donc tous les services de base qui sont effectivement normalement assurés par le secteur public, sont en train de s'effondrer, avec d'ailleurs des endroits où il y a des problèmes d'accès, la santé par exemple avec la multiplication des déserts médicaux, et puis par ailleurs un énorme problème quand on accède à ces services, par ailleurs la qualité est en train de diminuer très fortement. Or, on fait ça avec, par exemple, un nombre de fonctionnaires qui n'a jamais été aussi élevé. On est à 5,7 millions. Il y a quand même encore l'an dernier... C'est un record par rapport à... Enfin, c'est... Ah oui. Par rapport à tous les autres pays européens, c'est un record. Donc, quand on dit qu'il y a un manque de moyens, c'est absolument faux. Il y a simplement des principes d'organisation, un manque de leadership, un manque de
criant de gestion. Quand on prend l'éducation... Oui, ce n'est pas la qualité des fonctionnaires qui est en cause, en fait. Non, il y a beaucoup de gens extrêmement dévoués, d'ailleurs, qui mettent, y compris en péril, leur équilibre physique et mental dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans la police. Ce qui est en cause, c'est un système qui est totalement dysfonctionnel, un État qui est devenu obèse et impuissant, avec à la fois des doublons partout, entre l'État et les collectivités locales, et puis un système complet de déresponsabilisation. Et derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État, comme le disait M. Massé, qui était le commissaire au plan du général de Gaulle, il disait que l'État doit être un réducteur d'incertitude. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on en a vraiment besoin, parce que l'État est fondamental pour arriver à répondre aux chocs qui se multiplient, les chocs financiers, les chocs sanitaires, les chocs stratégiques, les chocs énergétiques. Mais aujourd'hui, l'État est devenu, en fait, un multiplicateur de risques et d'incertitudes. C'est le contraire de ce qu'il devrait être, sa vocation. Donc, il est devenu une énorme bulle financière avec cette dette dont on a perdu le contrôle de 3100 milliards. Mais il est aussi un risque, ce qu'on voit, parce que il a perdu le contrôle de la paix civile. Il a perdu le contrôle de la santé, on l'a vu avec la pandémie, et il a perdu le contrôle de la maîtrise des frontières, et donc tout ceci, en fait, coûte extrêmement cher. Et il y a des conséquences très pratiques, par exemple, en termes d'attractivité. C'est vrai que il y avait eu un certain nombre de progrès, mais aujourd'hui, par exemple, l'insécurité devient un problème pour les investisseurs et pour les entreprises étrangères qui voudraient venir s'installer. L'insécurité devient un facteur très réellement de problème pour les investisseurs. Évidemment, c'est d'abord un problème pour la vie quotidienne et un problème politique pour la démocratie, mais c'est aussi un problème aujourd'hui, un problème d'attractivité économique. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est un peu de retour aux années 30, c'est-à-dire que l'État nous a mis dans un système qui est un système malthusien de décroissance par la dette. Et que ce qui est inquiétant, parce qu'effectivement tout le monde commente des statistiques par trimestre qui n'ont pas grand sens, parce que généralement, de toute façon, elles sont rectifiées après quelques semaines. Mais ce qui est fondamental, c'est de regarder un peu le cercle du système économique. On parlait des années Pompidou. Sous Pompidou, on a 6% de croissance par an, des gains de productivité de 4,5% par an, le plein emploi, un excédent de la balance commerciale, un excédent budgétaire de 0,2%, donc en 73. Aujourd'hui, c'est une spirale, mais une spirale déclinante, et parce que qu'est-ce qu'on a ? On a une croissance qui était très très faible. Quand on prend depuis 2019, c'est 0,4% par an. Surtout, on a une productivité qui a diminué de 6% depuis 2019. On a une démographie qui s'effondre avec 1,67 enfants par femme. On a évidemment derrière le chômage qui remonte, donc on est passé de 7,2 à 7,5, on va aller au-delà de 8%. On a une balance commerciale avec un énorme déficit de 100 milliards d'euros. Il n'y a pas l'équivalent en Europe, et qui montre bien qu'on a un problème. On est recordman en Europe, maillot jaune en Europe. Sur le déficit commercial, la plupart des autres sont ou à l'équilibre ou en excédent. Et puis les finances publiques, on en a déjà parlé, avec ce déficit dont on a qui a augmenté jusqu'à 5,5%. Et vous voyez, c'est donc ça sur lequel il faudrait essayer de revenir. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne travaille pas là-dessus, et que, effectivement, quand on dit qu'il n'y a pas de problème de dépenses publiques, ça veut dire qu'on s'interdit d'améliorer l'économie française. Ce que je trouve dommage, pour en venir à l'État, c'est que la France garde des atouts, et dans les atouts, elle a un secteur privé qui fait preuve d'une résilience assez étonnante. On ne cesse de le critiquer.
Quand on regarde les grandes entreprises françaises, elles ont de très bons résultats, mais parce qu'elles sont beaucoup à l'étranger. Et le reste du secteur privé essaye de survivre. Surtout qu'elles créent des emplois, les PME, etc. Voilà. Et donc, on a des atouts, on a du capital humain, parce qu'il y a des gens très compétents dans ce pays et qui sont volontaires et travailleurs. On a de l'épargne, on a des infrastructures, on a des pôles d'excellence dans le secteur privé surtout, parce que le public est en train de décrocher. On a une civilisation, un mode de vie, si vous voulez. Normalement, en France, on peut faire de tout. On peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'industrie, on peut faire du service, on peut faire du tourisme. C'est un pays de cocagne. Et nous avons méthodiquement détruit nos atouts. L'agriculture est un exemple symbolique, mais si vous voulez, tout le système productif français est une grosse agriculture, c'est-à-dire des atouts qui sont stérilisés par des normes, par des taxes et par un État qui passe son temps à empêcher le secteur privé de produire, en plus à lui donner des leçons, alors que lui-même est incapable de se gérer. Tout à fait. Et quand il y a une bonne agriculture, il y a tout ce qu'il faut, et comme une bonne industrie, soit on vend les bijoux de famille, soit on les vend par appartement, soit on essaye, comme vous dites, de normer, de formater avec les résultats que l'on sait. On va continuer avec Nicolas Bavrez après cette petite pause. À tout de suite. Et puis vous restez avec nous, 0826 300 300. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Nicolas Bavrez, historien, économiste, avocat, essayiste et auteur de Démocratie contre empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire, son plus récent livre. Nicolas Bavrez, on voit tout ça et on se dit, c'est vrai, on n'a pas envie d'être des prophètes de mauvais augure, on n'a pas envie de jouer les Cassandres, mais en même temps, on peut pas non plus masquer le réel, parce que c'est votre travail depuis plus de 25 ans déjà, notamment, mais on a envie de dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on vit dans des mondes parallèles entre des gens qui essayent de déchiffrer le réel et de dire le réel et de dire les faits, et des gens, des princes qui nous gouvernent, de quelque tendance politique qu'ils soient, hein, c'est pas une question de droite, de gauche, de centre et ailleurs, qui font comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous savez, Marc Bloch, face à la débâcle, a écrit un livre qui s'appelait « L'étrange défaite ». Et je crois que nous vivons exactement la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire une étrange défaite. Comme on l'a dit, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts, et c'est un pays qui saccage systématiquement ses atouts et qui détruit son avenir. Je crois qu'il y a il y a un déclin du courage, et effectivement, il y a un refus de considérer Solzhenitsyn, oui. effectivement, le discours d'Harvard. Quand on voit aujourd'hui, si vous voulez, toutes les démocraties connaissent des trous d'air, et donc on n'est pas les seuls, mais on doit constater que aux États-Unis, il y a eu des capacités de réaction. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se réindustrialiser, et Biden fait une démonstration d'intelligence stratégique sur différents fronts, en réengageant son pays, à mon avis, de manière plutôt efficace, mais aussi responsable. On a vu que l'Allemagne, au début du siècle, du 21e siècle, qui était en mauvaise position, a fait l'agenda 2010. Elle a reconstruit un système, alors qui aujourd'hui est aussi en crise. Il est en crise. En Europe du Nord, on a des États qui se sont remis très profondément en question. Ils se sont désendettés. Ils ont ils ont construit des politiques à la fois de compétitivité, des politiques également de reprise de contrôle de leurs frontières, et ils réarment. Par exemple, un pays comme la Suède, pacifique, est rentré dans l'OTAN, a rétabli le service militaire pour faire face à la menace russe. Donc, il y a des remises en question extrêmement profondes. Mais que constate-t-on là-dedans ? C'est que ça part déjà par le fait d'accepter la vérité, de faire le constat sur la situation réelle du pays. Ensuite, dans une démocratie, il faut qu'il y ait un débat. Pourquoi ne fait-on pas, pourquoi les princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ou qui aspirent à le faire ne font pas ce constat ? Parce que je crois que c'est un pays qui a été vraiment corrompu par la démagogie, et que malheureusement, de fait, le cœur de la démagogie aujourd'hui, c'est l'État et c'est le secteur public. C'est vraiment l'endroit
où on refuse le réel. Le secteur privé a ses qualités, ses défauts, mais de toute manière, il a un principe de réalité qui s'applique à lui avec le fait de ça. Et que on a eu des mécaniques, et la dette publique est finalement le cœur du refus du réel et de la fuite en avant. Et c'est pour ça que malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, la démocratie française est incapable de régler ses problèmes par elle-même, et que le dénouement, parce qu'on va finir par moderniser. Mais ce sera un vrai choc. Et le dénouement se fera par un choc, sans doute un choc extérieur. Est-ce que ce sera par la dette? Est-ce que ce sera par... on a eu d'ailleurs on a eu plusieurs secousses très graves, hein, les gilets jaunes. Bien sûr. Mais par les affrontements aussi, à votre avis, est-ce qu'on évitera, ça me paraît difficile, est-ce qu'on évitera effectivement les terrifiants pépins de la réalité, comme disait Jacques Prévert? Quand on regarde ce qui s'est passé parce qu'il y a une autre idée, c'est que les pays développés ne font pas faillite. Et en fait, c'est faux. On a vu que la dette en Grèce a amené un défaut. Je rappelle que la Grèce, le PIB a diminué de 29%, le chômage est monté au tiers de la population active, c'est-à-dire l'équivalent de la crise des années 30. On a vu qu'en Italie... Et ça peut nous arriver à nous. Et l'ajustement ne sera peut-être pas aussi violent, mais ça peut évidemment nous arriver. C'est arrivé à l'Italie, c'est arrivé au Royaume-Uni en 2022, et le Royaume-Uni est toujours sur la surveillance des marchés. Donc l'idée que la France est hors d'atteinte parce qu'il y aurait une garantie allemande, parce qu'il y a l'euro, parce que... Oui, il y a des protections qu'on fait qu'on a pu aller dans cette position et se mettre dans cette position complètement déraisonnable. Mais croire que ça va durer l'éternité, c'est une énorme faute. Et derrière, il y aura une crise qui sera une crise non seulement économique et financière, mais une crise politique et sociale très grave, avec de vrais risques de violence. Donc c'est pour ça que c'est vraiment inexcusable que nous soyons incapables de traiter aujourd'hui nos problèmes. Vous savez, c'est Pierre Mendès France, qui n'était pas un homme de droite et qui disait que les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent. La France aujourd'hui est une nation qui s'est abandonnée, et donc il faudrait vraiment appeler un sursaut pour lequel on a les atouts, mais il manque que l'essentiel, c'est-à-dire la volonté. La volonté, le courage et l'incarnation. Merci Nicolas Barbaz. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Démocratie contre empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et les Blancs, pendez les Blancs. Nick Conrad, le rappeur Nick Conrad, ça avait fait beaucoup de polémiques en son temps, mais je sais pas si c'est pendez les Blancs, si c'est les tabasser, si c'est les assassiner. D'ailleurs, il n'y a pas que les Blancs, hein. On ne fait pas, on ne fait pas effectivement chez les intégristes, chez les fanatiques, chez les voyous, chez les racailles, on ne fait pas de différence, hein. On fait une différence, mais enfin, ce qui compte, c'est chez eux, c'est la violence, et la violence la plus aveugle qui soit. On va parler effectivement avec Pierre Gentillet, avec l'avocat maître Pierre Gentillet, de ce qui s'est passé. Bonjour Pierre Gentillet, ce qui s'est passé. Matisse à Châteauroux, on en a déjà parlé hier un peu, et puis tout le monde, vous savez, cette bagarre entre adolescents. Je rappelle très très rapidement, hein, Matisse, poignardé samedi 27 avril à Châteauroux, altercation, bagarre, rap. On a commencé par dire oui, ce n'était pas... non, c'est que Matisse avait dit des propos racistes, et c'est pour ça que l'autre a répliqué avec un couteau, hein, par hasard, et qu'il a carrément massacré, etc. Alors voilà, l'enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Ils avaient fait une battle de rap freestyle. Matisse avait pris l'avantage. L'autre s'en est effectivement vexé, et il est allé chercher son couteau, et puis il a cherché sa mère. Et voilà, ils sont mis en examen aujourd'hui, en tout cas arrêtés. Mais le plus grave, quand même, ce sont les conséquences, où on essaye de dire mais non, mais écoutez, c'est une rixe, encore une fois, c'est un fait divers, encore une fois, ça revient, hein, ça revient tout de suite, les choses. Ça revient, et Pierre Gentillet, avant de vous interroger là-dessus, et vous connaissez bien Châteauroux, et vous connaissez bien Bélabre, je voudrais vous faire écouter deux choses.
Deux choses. La première, c'est Gilles Averrousse, qui est le maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, qui a effectivement répondu et commenté suite à toute cette affaire et rapporté ce que pensait la famille. Écoutez. J'ai eu ses parents hier, je les ai vus encore ce matin. Vous imaginez qu'ils sont effondrés. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique de cette affaire. Ils veulent être laissés tranquilles dans leur douleur. Ils apprécient les mots de soutien qu'ils ont, c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent se relever, repartir plus fort derrière en la mémoire de Mathis. Je crois que le message à faire passer, c'est celui-ci, c'est qu'il faut être positif, il faut penser à Mathis, il faut penser aux parents et peut-être laisser à plus tard les commentaires qu'on peut entendre ici ou là. Les parents de Mathis souhaitent pas qu'on porte ce sujet sur la place publique. Et ils souhaitent pas qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité. Voilà, parle pas d'immigration, parle pas de nationalité, parle pas de problème, faut être positif, faut penser à Mathis. Tout le reste, écoutez, pas de commentaires insidieux. Voilà, la famille souhaite ça, donc pas de problème. Non, mais de quoi vous parlez? C'était un jeune Afghan, pas de problème. Ah bon, pas de problème, mais c'était intéressant parce que le même Gilles Averrousse dans les grandes gueules de RMC en 2021, donc il y a 3 ans, voici ce que disait Gilles Averrousse exactement sur une arrivée de migrants dans sa bonne ville de Châteauroux. Écoutez. Alors oui, ils sont arrivés samedi en milieu de journée, vers midi, comme ça avait été annoncé la veille au soir, vers 21h, voilà, où on m'a dit demain... il va y avoir, alors je reprends le terme exact utilisé, un desserrement du campement qui a lieu devant la préfecture d'Île-de-France et 15 des personnes présentes seront amenées à Châteauroux. On appelle ça une opération de desserrement du côté de la préfecture. C'est ça, c'est le terme qui a été utilisé. Et vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez comment vous allez les prendre en charge ou pas? Alors vendredi soir on n'a pas pu me dire parce que je ne savais pas encore quel serait le profil des 15 qui allaient monter dans le bus. Et si les 15 même arriveraient jusqu'à Châteauroux ou pas, au final ils sont bien arrivés. Le profil, on commence aujourd'hui à le connaître un peu mieux. Sur les 15, il y a 5 Afghans en situation régulière. Ce sont que des célibataires. Moi j'avais l'inquiétude par rapport aux familles, aux enfants et aux besoins de scolarisation. Et voilà, et sur la méthode, je trouve que c'est quand même pas une manière de faire, quoi. On prend des gens... Ils ont demandé eux, à venir à Châteauroux? Pas du tout. Eux, je pense que quand ils ont monté dans le bus, je sais même pas si on leur a dit si le bus allait à Châteauroux. Enfin, clairement, il n'y a pas eu de suivi individuel avant. Donc, on est vraiment dans une gestion. Pardon, mais on gère pas des humains. On gère des marchandises. On en prend 15. On se dit on va les mettre à Châteauroux. Et voilà quoi. Ouais, c'est exactement le ressenti qu'on a. Voilà ce que le même Gilles Averrousse, Pierre Gentillet, disait effectivement. Regardez, c'est pas des manières de faire. Ils arrivent, on les place, bien les placer, mais enfin, ils savaient pas où ils étaient, etc. Et le même Gilles Averrousse qui dit non, mais écoutez, pas de commentaires, pas d'histoire, etc. Il faut penser à Mathis, il faut respecter la douleur des parents, et ils ne veulent surtout pas qu'il y ait de récupération, surtout pas qu'on parle de politique ou d'immigration. Intéressant, non ? Pierre Gentillet. Alors oui, c'est intéressant. 2 choses. Déjà, premièrement, il faudrait rappeler, et je pense que personne ne l'a fait, je vais le faire, le maire n'est pas le porte-parole des parents. Que je sache, les parents n'ont pas publié de communiqué. La seule chose que les parents ont publié, c'est sur le site de la page Facebook de leur restaurant, c'est de dire que leur restaurant était fermé pour 1 mois. C'est tout. Donc le maire n'est pas le porte-parole des parents, premièrement. Deuxièmement, quand le maire parle de récupération politique, il faut comprendre ce que veut dire le mot récupération politique aujourd'hui. Les mêmes qui d'ailleurs sur d'autres sujets, alors peut-être pas ce maire-là, mais quand on a un fait divers, comme on l'appelle de manière assez maladroite, je me souviens pas que sur l'affaire Théo, on a eu les mêmes précautions dans un certain camp politique situé évidemment à gauche de l'échiquier et même au centre, pour dire attention, pas de récupération évidemment. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire et comment traduire aujourd'hui le mot récupération? Pas de récupération. Ça veut simplement dire circuler, il n'y a rien à voir. Ne parlez pas des responsabilités politiques et n'évoquez pas les solutions pour éviter que ce drame ne se reproduise. Attendez le prochain drame. C'est ça ce que ça veut dire aujourd'hui. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours la même chose. C'est aujourd'hui, on a un drame. Demain, on le commente. C'est aujourd'hui. On évoque les pistes. On a les censeurs professionnels qui arrivent. Étape 3,
Inversion accusatoire. On a essayé de dire, rappelez-vous. Absolument. On essaie de dire, alors c'est intéressant, je voulais rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, on a essayé de dire, on a essayé de salir ce jeune homme en disant qu'il avait eu des propos soi-disant racistes à l'égard de l'auteur des coups, dont un mortel au cœur. Le communiqué du parquet, contrairement à ce qu'une partie de la presse a affirmé, ne reprend pas ces affirmations sur des propos racistes, voyez. Mais tout ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour brouiller en réalité. C'est fait pour nous dire c'est plus compliqué, circuler, rien à voir. Finalement, c'est presque une rixe. Ça, c'est l'étape 3. On va nous noyer sous de la complexité. Puis l'étape 4, on va oublier. Et l'étape 5, ça va recommencer. Voyez. Donc, à un moment, il va falloir que ça change. Je vais vous dire une chose. On dit souvent les gens s'habituent à l'hyperviolence. Et c'est vrai, on s'est habitué à l'hyperviolence. On s'est habitué à ce que notre pays devienne de plus en plus, n'en déplaise à monsieur Dupond-Moretti, un coupe-gorge. Mais je note, et c'est ça, il y a une chose à laquelle on s'est jamais habitué, à laquelle on s'habituera jamais. C'est la mort d'un enfant. La mort d'un enfant qui aurait pu être évitée. La mort d'un enfant qui aurait pu être évitée si cette personne et ses parents et sa mère qui a participé, semble-t-il, selon le communiqué du parquet, à l'agression, si ces gens n'étaient pas venus en France, ces gens de nationalité afghane. Si vous voulez, moi la première réaction que j'ai eue, c'est mais que font ces gens ici? Comment se fait-il que ces gens sont entrés là? On nous dit des troubles psychiatriques. C'est la guerre. Non mais on dit c'est la guerre en Afghanistan. Ils sont. Non mais attendez, déjà c'est faux. Il y a pas de guerre en Afghanistan. C'est faux. Il y a un changement de régime politique pour un gouvernement qui est aujourd'hui sur des positions talibans. Je crois savoir que sur un sondage du Pew Research Center, qui est un institut de sondage américain absolument incontesté, dans les années 2000, 90%, vous m'entendez, 90% des Afghans étaient favorables à la charia. Donc je ne pense pas que le régime taliban effraie particulièrement les Afghans. C'est intéressant, juste Pierre Gentillet, par rapport à ça, j'ai appris justement avec Esteban Ranier qui préparait l'émission, que les Afghans sont les premiers demandeurs d'asile en France. Tout à fait. Ce sont les premiers demandeurs d'asile. Ça représente de mémoire 15 à 20 000 demandes chaque année, dont une bonne partie est déboutée, mais en fait, en réalité, ils restent sur le sol français. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que dans toutes les réactions politiques, qu'il s'agisse des réactions gouvernementales, qu'il s'agisse de la réaction du maire de Châteauroux, on veut, ou alors, je vais en parler ici, du député de l'Indre, François Jolivet, avec qui j'ai eu maille à partir sur les réseaux sociaux, à aucun moment ces gens-là n'évoquent le sujet de fond qui est le sujet migratoire. Ils ramènent ça à des pures questions de gestion. Mais en réalité, le fond du sujet, il est là. Nous n'avons jamais eu autant d'immigration. 330 000, c'est le nombre de titres de séjour, donc légaux, accordés aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que cette personne-là était sur notre sol, elle est entrée de manière légale. Légale, absolument. Et pourtant, vous voyez, on n'a jamais accordé autant de titres de séjour, et le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu, ces 10-15 dernières années, autant de crimes, autant de délits impliquant des personnes de nationalité étrangère. Donc c'est pour ça que je veux surtout pas qu'on élude la question des responsabilités politiques. Ceux qui nous dirigent depuis 7 ans sont directement responsables. Sur le plan de la politique pénale, je vous rappelle que l'ordonnance des mineurs, elle a été revue en 2021. Ce qui fait qu'on ne peut plus incarcérer un mineur. Ce qu'on pouvait faire avant, en 15 jours, même si j'admets qu'en pratique, les magistrats ne le faisaient pas, mais en théorie, on pouvait le faire. Et sur cette question migratoire, où aujourd'hui, nous sommes dans une incurie totale. Il faut absolument faire demi-tour. Et au cas particulier, dans cet endroit que je connais bien, de l'Indre, l'Indre, c'est mon département, c'est là où j'ai toutes mes attaches, c'est là où j'ai ma famille. Et je connais Châteauroux. Mon père est né à Châteauroux. Et j'ai vu ce que cette ville est devenue. Et personnellement, je ne sais pas si je peux en parler ici, mais je vous ai parlé un petit peu la dernière fois, vous savez, de ce petit village dans l'Indre, à Bellabre, un village de 900 habitants, où le maire veut installer un centre d'une 30-40 migrants. Mais pardonnez-moi, monsieur le maire, les gens n'ont pas envie de jouer au dé avec la vie de leurs enfants. Vous voyez, c'est à 30 km, 30-40 km de Châteauroux, le petit village dont je vous parle. Et vous avez pendant 1 an des gens qui manifestent en disant, des habitants dans ce village de 900 âmes, qui manifestent pour dire non. Nous, on veut pas jouer au dé. On veut pas que nos enfants y courent ce genre de risque. C'est comme ça. Excusez-nous. Voilà. C'est ce qu'on a envie pour nos enfants. C'est la raison pour laquelle je le dis. L'Union Belle-à-Bresse, donc l'association de villageois, qui est
apolitique, en tout cas apartisane, éloignée des partis politiques, organisera non pas samedi, mais le samedi prochain, place du village à 10h, une manifestation encore pour se faire entendre contre l'installation de ce centre. C'est très bien, on l'a noté, Pierre Gentillet. On va, juste après cette petite pause, on va parler effectivement de ce qu'il y a lieu de faire. Et puis juste pour préciser, pour dire que le père de Matisse s'est exprimé chez nos confrères de RTL, il a dit qu'il ne souhaitait pas de récupération politique des dirigeants politiques actuels. On va se retrouver dans un instant, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pierre Gentillet, justement, pas à propos de ce dont vous avez parlé. Il faut quand même faire attention aussi de ne pas dire tous les migrants ne sont pas des assassins potentiels. C'est pas ce que vous dites, mais je crois que c'est important de dire que il y a incontestablement quelque chose qui est là du point de vue de la migration, en tout cas sans contrôle et la migration incontrôlée, mais cette espèce d'open bar et de maison absolument où tous les vents peuvent souffler et effectivement pas faire la connexion généraliser ce qu'on peut Cher André faire. Berkov, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et je n'ai jamais dit à un seul moment que 100% des Afghans qui viennent ici sont terroristes. Par contre, ce que je dis, ce que je maintiens, ce que j'affirme ici à votre micro, c'est que si sur 100 migrants afghans qui viennent en France, si j'ai la connaissance qu'il y en a, ne serait-ce qu'un seul qui peut tuer, un seul qui est terroriste, je suis prêt à refuser les 100. Vous voyez ? Je ne veux pas jouer au dé. Personne ne veut jouer au dé avec la vie de ses enfants, avec la vie de ses proches. C'est ça ce qu'on dit. Et par ailleurs, je vous rappelle une chose, c'est que l'Afghanistan, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Est-ce que c'est quand même quelque chose de typiquement français et typiquement européen, pardonnez-moi, et c'est un travers. Sommes-nous obligés systématiquement d'accueillir les réfugiés du monde entier ? Moi, je pense personnellement la solidarité se fait au niveau régional. Ouais. Oui, non mais la solidarité vis-à-vis des réfugiés, oui, mais de réfugiés européens, de gens qui appartiennent à notre civilisation, qui appartiennent à notre espace. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a une convention internationale qui dit que quand un pays est en guerre, vraiment en guerre, c'est pas le cas de l'Afghanistan aujourd'hui, c'est clair, mais voilà, on peut dire, rappelez-vous, ça s'est même passé pour les Ukrainiens, mais nous avons accueilli évidemment les Ukrainiens. Rappelez-vous que ça s'est passé effectivement pour le Vietnam, pour les Boat People et compagnie. Bon, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, comment il se fait, Pierre Gentillet, quand même, que il ne se passe pas un jour aujourd'hui, pratiquement, où il n'y a pas harcèlement, ou tabassage, ou viol, etc. Alors on me dit, oui, mais ça a toujours existé. Non, ça n'a pas existé à ce niveau. Non, c'est faux. Je vais vous donner quelques chiffres pour le démontrer. Parce qu'effectivement, il y a un petit discours ambiant, qui est un discours de relativisme. Nous avions une trentaine d'années, à peu près 100 agressions gratuites, c'est-à-dire sans motif crapuleux, par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 1200. Voilà. Par jour. Par jour. D'accord ? Donc, on a un certain nombre de chiffres qui montrent qu'on a une évolution, qu'on a ce que Laurent Berton appelait il y a une dizaine d'années, et il s'est fait insulter et brocardiser pour ça. La France orange mécanique. Une France orange mécanique. Oui. Tout à fait. Si vous voulez, la seule chose qui baisse dans ce pays, si vraiment vous voulez qu'on parle des chiffres, c'est les cambriolages. Et c'est la seule chose dont le gouvernement et les délits routiers. Voilà. C'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la hausse des incivilités. Ce qui nous intéresse, c'est la hausse des trafics. Ce qui nous intéresse, c'est la hausse des atteintes aux personnes. Vous voyez. Et ça, malheureusement, ça ne baisse pas. Et le grand non-dit qu'on a là-dessus, c'est la place de l'immigration. Posez-vous la question, ceux qui nous écoutez. Qu'est-ce qui a changé dans votre pays en 20-30 ans ? Ceux qui ont connu ce pays il y a 20 ans et qui le voient aujourd'hui voient très bien que notre rapport aux autres, notre rapport à la sécurité... Je vous donne une anecdote personnelle, très court parce que j'ai eu ma mère après ce drame au téléphone, et ma mère, je vous dis, mes parents connaissent très bien Châteauroux, mon père y est né, et ma mère me dit, mais tu vois, il y a quelque chose qui a changé parce que elle vit dans un petit village, j'ai grandi dans un petit village, elle me dit, moi je fermais à peine la porte à clé et je fermais pas les fenêtres. Aujourd'hui, je ferme tout et je vérifie tout, y compris de jour. Y compris de jour. Vous voyez ? Donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui a changé en 20, 30 ans. Interrogez-vous sur ce qui a changé.
Voilà. Vous savez, on a reçu hier Jean-Michel Lavoisard, qui est quelqu'un qui vit en Afrique, qui vient faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il traversait la France. Il a dit exactement la même chose. Il a dit, j'ai traversé les villes, les villages, etc. Et il y a ça. Et il y a ça qui est là. Et effectivement, donc il y a, pour terminer juste, il y a un déni de réalité chez un certain nombre de princes qui nous gouvernent, à droite comme à gauche, comme au centre, comme ailleurs. Il y a incontestablement le déni majeur sur la réalité de l'ensauvagement de ce pays, et qui touche encore la Macronie, toute une partie de la gauche, et aussi une petite partie de la droite, disons-le, c'est la question migratoire. Je pose des questions simples. Comment se fait-il qu'il y ait, chiffre du ministère de l'Intérieur, 25% des détenus en France qui soient de nationalité étrangère? Pas d'origine, hein. On peut s'amuser à aller là-dessus, hein. Malheureusement, on n'a pas les chiffres, mais de nationalité étrangère. Comment se fait-il que, à Paris, nous ayons pratiquement un fait de délinquance sur 2 qui soit commis par un étranger, même chiffre à Marseille, encore un peu supérieur. Je pose une question simple maintenant, en dehors des chiffres, et je termine là-dessus. C'est Matisse qui a été tué d'un coup de couteau. C'est Timothée qui a été tué d'un coup de couteau par un Afghan en 2019. C'est Thomas à Crépol qui a été tué par des coups de couteau. C'est Enzo qui a été poignardé à mort, 15 ans. Qui poignarde ? Est-ce que ce sont les Timothée qui poignardent ? Est-ce que ce sont les Enzo qui poignardent ? C'est pas les Kevin et les Enzo. Les profils des gens qui se promènent avec un couteau. Quels sont les profils des gens qui poignardent ? Mais ouvrez les yeux. C'est vrai, et il faut dire aussi simplement, Pierre Gentillet, qu'il y a eu 2 Algériens qui ont été égorgés parce qu'ils buvaient du vin rosé, par un Afghan d'ailleurs, je ne sais pas, je crois que c'est pas un Afghan. Et il y a eu un Shamseddine, vous voyez, il n'y a pas que les... Effectivement, moi je vous interroge pas sur le profil des victimes, je vous interroge sur le profil des agresseurs, invariablement. Et j'aimerais qu'on m'apporte des contre-exemples. J'aimerais bien qu'on m'explique ici à quel moment on a vu un Timothée ou un Matisse se promener avec un couteau et égorger son semblable ou son voisin. Démontrez-le-moi, prouvez-le-moi. Et c'est vrai qu'en tout cas, on peut sortir les chiffres à ce moment-là. Merci Pierre Gentillet. Merci à vous pour votre invitation. Et c'était important, effectivement, de parler de cela et de parler de tout ce qu'on essaie, des échappatoires qu'on essaie d'avoir autour de Matisse, et tous ces gens qui disent non, tout ça est absolument individuel, il n'y a pas de problème, vous savez. L'aveuglement et de passer sous la moquette n'a jamais rien arrangé. Et l'autruche, la position de l'autruche non plus. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Gentillet. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les informations de 13h. On va parler avec Annick Pérez qui sera l'invité d'André Berkoff dans le Face à Face. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états, absolument, parce que vous avez écouté ce qui s'est passé. On parlait de Matisse, on parlait de cet assassinat côté Châteauroux, et puis on parlait de ces faits divers. Ça devient quotidien, les faits divers. On dit ça, un sentiment d'insécurité. Mais je voudrais vous lire ce qu'a écrit sur les réseaux sociaux un tweetos qui a beaucoup de talent, dont le pseudonyme est le Crapaud. Écoutez, voilà. Alors ça commence par tape à la porte. Oui, bonjour Madame Bertrand. Je suis Julien Grimat. Je suis envoyé par le ministère de l'Intérieur. Puis-je entrer Merci. Jolie maison. Les policiers doivent rentrer aussi. Ah oui, c'est justement pour vous parler de ça que je suis là. Ces policiers sont là pour votre protection. Et pourquoi j'aurais besoin de protection ? Ça dépendra entièrement de vous, Madame Bertrand. Sachez que nous pouvons aussi vous aider à vous reloger si la situation devait dégénérer. Enfin, pourquoi j'aurais besoin de ça ? Ma fille a été assassinée par un migrant qui n'avait rien à faire chez nous. Je n'ai rien fait de mal. Ah, Madame Bertrand, ça commence mal. Ça serait mieux si vous pouviez éviter de mentionner l'aspect épicé de cette affaire. Enfin, cette affaire, ma fille est morte. Ce n'est pas juste un putain de fait divers pour moi. Calmez-vous, Madame Bertrand. Sachez que dans votre situation,
je pense que le mieux reste de faire votre deuil et d'éviter tout contact avec des journalistes. Un petit message sur vos réseaux sociaux suffira. Vous n'avez qu'à dire que vous voulez éviter la récupération politique et que vous demandez simplement que justice soit faite pour Jessica. Mais elle s'appelait Mathilde. Oui, Jessica, c'est vrai. C'était celle de la semaine dernière, excusez-moi. Et pourquoi devrais-je me taire? Le mec qui a tué ma fille était sous OQTF, le gouvernement responsable, et je compte bien le crier haut et fort. Madame Bertrand, vous voyez ces 3 gentils policiers? Je peux les renvoyer chez eux en claquant des doigts si jamais vous vous mettiez à devenir problématique et à faire le jeu de l'extrême droite. Mais c'est du chantage! Que comptez-vous faire? Ben écoute, pas du tout. C'est pas du chantage, ce sont juste des conseils pour votre sécurité. Il y a tout un tas de personnes dehors qui se feraient une joie de vous tomber dessus. Ce serait dommage de mettre en danger votre famille ou ce qui en reste. Ah ben, je ferai ce que vous voulez, mais vous êtes un vrai salopard. Dire que je pensais que vous veniez me présenter vos condoléances. Ah oui, tiens. J'ai oublié. Toutes mes condoléances, Madame Bertrand. Voilà, c'était une fable, pas de La Fontaine, mais du crapaud. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez pour ce face-à-face Annick Pérez qui vient nous voir pour ce livre « Comment j'ai échappé au malheur ». C'est aux éditions Ramsay. Bonjour Annick Pérez. Bonjour. Alors, j'ai pas l'habitude, vous savez, dans cette émission, et vous le savez, de parler beaucoup des romans. Effectivement, on en parle de temps en temps, mais c'est beaucoup plus des essais, etc. Et puis de temps en temps, m'arrive un livre, et ce livre, vraiment, m'a beaucoup touché, même plus que ça, je dois dire, il m'a bouleversé. D'Annick Pérez, on va pas dire qu'on se connaît pas, on se connaît. Elle a écrit beaucoup de livres, elle a écrit des pièces de théâtre, elle fait de la peinture. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talents, des talents très divers. Et elle a écrit ce livre, Comment j'ai échappé au malheur, aux éditions Ramsay. Annick Pérez, vous mettez roman. En fait, c'est un roman vrai, un peu quelque part. Absolument, tout est vrai et en même temps c'est une histoire surnaturelle et vraie. Alors là c'est un peu oxymore, surnaturel et vrai. C'est surnaturel et c'est vrai. Alors pourquoi surnaturel? Vrai parce que effectivement vous évoquez énormément de choses et on va en parler effectivement avec, il faut le dire, et ça a été un très grand malheur de votre vie et la mort de votre sœur très jeune, ce qui s'est passé et puis cette rencontre. Enfin, ces rencontres tout à fait, je dirais presque surréalistes avec un chanteur, un des plus grands chanteurs français qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Mais au fond, vous avez voulu écrire à la fois vrai et pour dire que, en fait, il y a une vérité, mais il y a des vérités à plusieurs étages. C'est un peu ça? Non, pour moi il y en a qu'une en fait. Au départ, je croyais pas à ces choses-là et force est de constater que quelque chose existe au-dessus des étages et que au-dessus du ciel. Et apparemment, oui, en effet, Jean-Jacques Goldman, une chanson de Jean-Jacques Goldman d'abord, qui s'appelle Confidentiel, m'a sauvé la vie. Il y a des chansons qui sauvent la vie. Voilà. On va l'écouter. Chanson, on pourrait l'écouter. Une magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman, Confidentiel, et ça vous a bouleversé parce que ça touchait à ce qui s'était passé pour vous. Si vous voulez, j'ai mis quand même 30 ans pour écrire ce livre. J'étais très jeune quand j'ai perdu ma sœur, qui était ma grande sœur, qui m'a tout appris et protégé beaucoup. Et j'ai écouté cette chanson en effet et j'aimais bien Goldman comme tout le monde. C'était la star des années 86, 87, etc. Et cette chanson, tout d'un coup, que j'ai écoutée par hasard avec un Walkman rouge, elle m'a détournée de ce que j'étais en train de vivre. Et je pense que c'est ça qui a fait le début de quelque chose avec Goldman qui m'est arrivé sans que je le demande. Et dont je vous ai déjà parlé. Enfin, quand vous avez lu le livre, vous avez vu ce qui est arrivé de complètement fou et effectivement surréaliste. Alors justement, surréaliste et surnaturel, on en parlera. Mais c'est intéressant que vous racontiez justement. Encore une fois, ce livre, je le recommande vraiment. Moi, je l'ai lu, je veux dire, d'une traite. J'ai commencé à le lire et je ne l'ai pas lâché parce que il est à la fois extrêmement
je dis réaliste, et effectivement, puis il évolue dans d'autres sphères. Mais alors, l'histoire, votre histoire, avec Jean-Jacques Goldman, elle est effectivement très spéciale, parce qu'il ne sait à la fois rien ne s'est passé et tout s'est passé. Racontez. C'est-à-dire qu'au départ, donc après cette chanson, j'ai écouté en boucle Jean-Jacques Goldman, et j'ai commencé à le rencontrer. Je l'ai rencontré en bas de chez moi, j'habitais rue du Cherche-Midi. Vous n'avez pas cherché à le rencontrer? Non, absolument pas. C'est le hasard total. Non, total. Alors racontez à chaque fois, vous voyez. Je le rencontre rue du Cherche-Midi, il avait une voiture gris foncé. Bon, après j'ai commencé à le rencontrer boulevard Raspail, je l'ai rencontré dans d'autres endroits. Et puis j'ai décidé d'aller dans une émission de Drucker où il s'appelait Champs-Élysées à l'époque, et il était dans une voiture rouge. J'ai demandé un autographe. Là, c'est la première fois donc que je lui parlais. Je lui ai absolument pas dit que j'avais perdu ma sœur, quoi que ce soit. Attendez, juste pourquoi lui demander un autographe comme ça? J'ai jamais demandé d'autographe de ma vie, mais en plus j'étais très jeune et très timide, et je sais pas, parce que je le rencontrais, je trouvais ça normal. Donc moi je croyais pas je croyais en tout et en rien en fait, et je me suis dit il y a un signe, il y a quelque chose. Ce type, il y a un signe, il y a un lien avec ma sœur, c'est clair. Et donc, il m'a donné cet autographe. Bon, ça c'est rapide parce que vous verrez que c'est très marrant dans le livre comment ça s'est passé. Et après, j'ai continué à le rencontrer sans cesse. Toujours par hasard. Par hasard. Et vraiment le point le plus fort, c'est quand je suis allée avec une amie à qui d'ailleurs j'ai dédié ce livre, Lina Sicard, à Troyes, pour le voir, parce qu'elle m'a dit écoute, en Champagne, elle m'a dit écoute, viens, on va le voir en concert et tout. Je sais que t'aimes pas les concerts, mais ça fait rien, ça va te changer un peu. Parce que j'avais décidé de ne pas faire un deuil comme les autres. J'ai refusé de dire que j'avais perdu ma sœur. J'ai refusé quand les gens se sont jetés sur moi. Jamais. Ouais. Et en plus de ça, je refusais que les gens se jettent sur moi tout le temps. Surtout au début, quand on m'a appris la nouvelle, tout le monde s'habillait en noir autour de moi. C'était, je refusais ce deuil. Enfin, j'ai pris des chemins ailleurs. Et donc, en refusant tout ça, Goldman, c'était une bonne idée, je trouve, puisque je le rencontrais partout. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si c'était vrai cette histoire. Alors, on va en parler justement. On va parler de ce concert de Troyes, de ce qui s'est passé ensuite, après une toute petite pause. À tout de suite avec Annick Pérez. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et avec Annick Pérez qui est aussi dans tous ses états, mais elle l'écrit. Comment j'ai échappé au malheur, aux éditions Ramsay, un livre vraiment à lire. Voilà, on s'était avant la pause, donc vous alliez au concert de Goldman à Troyes en Champagne. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme prévu, j'ai pas pu rester longtemps. Au bout de 10-15 minutes, j'ai dit à ma copine, Pourquoi? J'aime pas les concerts, j'aime pas les lieux où on est bloqués les uns aux autres et on peut pas sortir, etc. Vous saviez que c'était un concert? Oui, mais bon, j'y suis allée comme ça, mais pour Goldman, mais franchement, au bout de 10 minutes, 15 minutes, j'ai dit, je m'en vais. Allez, on s'en va, c'est bon, c'est pas pour moi, je préfère mon Walkman, parce que je portais toujours ce Walkman à l'oreille. Et Walkman rouge, oui, vous en parlez dans votre livre. Walkman rouge. Et quand on s'en va, on décide de quitter Troyes, et tout d'un coup, Lina Sicard dit il faudrait peut-être qu'on mange quelque chose. Moi, j'ai faim et tout. Je dis on rentre, on voit vraiment le dernier restaurant, un petit restaurant vert, vraiment qui paye pas de mine du tout. Et elle se gare. Non, c'est moi qui conduisais. Je me gare. Et j'arrive, et puis on commande une petite entrée et tout, et puis au bout de 15-20 minutes à peu près, peut-être une demi-heure, j'en sais rien, je me rappelle plus exactement du temps. Oui, c'était le début du concert. Ouais, c'était le début du concert, donc c'était au moins une demi-heure peut-être, j'en sais rien. Je descends aux toilettes pour me laver les mains, et là je me cogne à Jean-Jacques Goldman. Mais quand je vous dis cogner, c'est au sens propre, c'est-à-dire physiquement. Et, dans l'escalier. Dans l'escalier. D'accord. Et là,
il a eu un choc parce que vu qu'il m'a déjà vu 5, 6, 7, 8, 10 fois, à chaque fois par hasard, là c'était plus un hasard, c'était carrément... on s'est presque mis à croire en Dieu ou à je ne sais pas quoi, là, au moment où ça s'est passé. Enfin, lui, vous ne savez pas. Lui, non. Vous, non. Mais moi, là, j'ai dit c'est pas possible. Ouais. Et je suis vite remontée. Et là, il y a Michael Jones qui est venu, qui connaissait Lina Sikar, qui est venu. Le musicien Michael Jones avec qui ils ont trio, hein. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Qui lui a dit Jean-Jacques voudrait parler à Annick. Anouk. Oui, Anouk donc, dans le livre. Oui. Anouk dans le livre, Annick en vrai. Et je suis allée donc à sa table. Il était de profil, il m'a regardé d'abord, il a levé les yeux comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit asseyez-vous. Et je me suis assise à côté de lui, il est resté de profil. Et il m'a pas parlé, du tout. Ah, il vous demande de venir à sa table, il vous parle pas. Il m'a pas dit un mot. Donc je suis restée 3, 5, 6 minutes sans rien dire. Puis tout d'un coup, je le regarde et je dis vous êtes le frère de Pierre Goldman? Et là... Je sais pas sur quoi j'avais appuyé, mais alors c'est vraiment sur un bouton qu'il fallait pas du tout appuyer. J'ai vu, il a même pas pu se retourner. Je l'ai vu blêmir. Et la suite, vous verrez dans le livre. Alors juste un mot quand même, il faut rappeler qui était Pierre Goldman. Pierre Goldman, c'était le demi-frère, le demi-frère de Jean-Jacques. C'était surtout l'idole des gauchistes des années 70, 80, c'était d'ailleurs il y a un film qui est sorti qui s'appelle Le procès de Pierre Goldman. Et il avait écrit un livre qui s'appelait Souvenir d'un juif polonais né en France. Voilà, et puis il avait accusé d'avoir tué. Où lui prouvait son innocence. Ouais. Et alors qu'il il était en prison quand il a écrit ce livre. Et c'était la vedette enfin, il y avait Simone Signoret à son procès. Enfin, toute la gauche était à son procès. C'était une vedette, c'était une star, quoi. Tout à fait. Et même Jean-Jacques était à son procès. D'ailleurs, on le voit dans le film Procès Goldman. Mais alors justement, vous dites ça, alors vous racontez très bien tout ça dans le livre, mais juste un mot, parce que quand vous dites qu'il a blémi, parce que on savait que pendant très longtemps, Jean-Jacques Goldman avait refusé toute allusion. Absolument. À l'allusion. Mais quand même, il y a quelque chose qui n'est pas dans le livre et qu'il vous a dit à la table. Vous étiez, quand vous lui avez dit, vous êtes le frère de Pierre Goldman, il vous a dit quelque chose, vous n'avez pas mis comme ça dans votre livre, mais... Non, c'est Ramsay qui a refusé de le mettre, je sais pas pourquoi, parce que moi, dans mon livre, c'était mis. Moi, je vais pas dire des choses désagréables sur Jean-Jacques Goldman parce que c'est quand même le chanteur qui m'a sauvé la vie. C'est pas désagréable de dire ça. Il m'a sauvé la vie. Mais il m'a dit, bah vous écrivez, c'est ça, vous voulez écrire. Bon, j'étais tellement jeune, c'était mon premier. Et il me dit, vous devriez aller dans un cimetière pour chercher d'autres noms que celui de Goldman. Et là, je me dis, bah de toute façon, je comptais m'en aller. Et je me suis levée, je suis partie. Ouais. Et mon ami qui m'attendait me dit alors et je lui ai dit bah écoute vous lirez dans le livre ce qui s'est passé entre les deux, entre le moment où je pars et le moment où je... Et vous l'avez revu, Jean-Jacques Goldman? Je l'ai revu encore, je l'ai revu plusieurs fois, mais je l'ai revu plein de fois et je pense que c'était un messager ou quelque chose de ma sœur parce que après j'ai appris qu'il avait grandi à Montrouge, là où j'ai grandi. J'ai appris que Avenue Verdier, là où j'ai grandi, et j'avais dit une fois à ma sœur, quand elle était vivante, quelque temps avant qu'elle parte, je lui avais dit, tu vois, ce Jean-Jacques Goldman, ça deviendra la plus grande star française. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, je le sens. Et alors qu'il était pratiquement inconnu. Il avait juste fait, il suffira d'un signe. D'accord. Oui. Et donc... Et c'est devenu la plus grande star française. Et je me dis peut-être que c'est pour ça qu'elle l'a choisi, parce que je pense ça fait fou quand je raconte cette histoire maintenant en parlant. Je me dis mais c'est vrai. Attendez, c'est vrai. Et c'est comme Jean-Jacques Goldman est vivant, il peut le certifier. Oui, il m'a rencontré tellement de fois Mais ce rapport, alors que vous dites, d'ailleurs c'est le titre, comment j'ai échappé au malheur. Mais qu'est-ce qui a fait ce rapport entre justement votre sœur aimée, votre sœur chérie, qui est partie très tôt. À 30 ans. À 30 ans, voilà, de maladie. Ah ben non, avec son bébé, mais elle était malade enfant et elle a été guérie à 14 ans, donc elle n'avait pas de raison de mourir. Et donc, qu'est-ce qui fait où vous mettez, à quel niveau vous mettez cette connexion que vous avez créée entre un chanteur, Jean-Jacques Goldman, et votre sœur? C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il y avait des messages, des signes, Il y en a eu, il y a même eu un message dans Libération. Un jour, j'ai dit à ma mère... Dans le journal. Dans le journal. Oui. Ma sœur était de gauche,
Et c'était une personne extrêmement brillante. Elle était médecin, elle était très belle, très brillante, et elle était de gauche. Et elle lisait beaucoup Libération. Elle le lirait plus aujourd'hui. Mais elle lisait à l'époque Libération. Et j'ai dit, un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, j'ai un message. Ma mère, bon, de toute façon, avait compris que quelque chose n'allait pas, puisque j'ai vu quand même des psychiatres à l'époque. Hein. Ça vous a totalement dévasté. Complètement. Mais Totalement. de manière intime. Personne ne le voyait. Tous les gens qui m'ont rencontré à cette époque-là ne le savaient pas et ne le voyaient pas. Donc, ça ne se voyait pas du tout. Mais j'étais complètement détruite à l'intérieur, mais ça ne se voyait pas. Et donc, elle me fait, elle va acheter le Libération, elle me dit, bon, écoute, voilà. Et j'ouvre la page et je peux vous assurer que si quelqu'un peut aller chercher, en 86, il y a une page entière où il y a le nom de ma sœur. Attendez, il y avait une page, c'était, mais elle l'a ouvert. Non, moi j'ai dit j'ai un message, j'ai ouvert le magazine, j'ai ouvert, je cherchais mon message, il y avait un mur entier avec un homme de dos, un mur entier. Mais c'était une annonce publicitaire, c'était quoi? C'était un... Oui, je pense... Non, c'était pas une publicitaire, non. C'était... ça faisait la moitié de la page, et il y avait écrit le nom de ma sœur, son prénom. Et là, je commençais à me dire, non, là, moi, j'ai jamais, comme je vous ai déjà dit plus haut, j'ai jamais cru à tellement de choses, mais là, j'ai vraiment cru en Dieu, là. Ou, en tout cas, peut-être pas en Dieu, mais on peut dire que pendant un an, on est protégé. J'ose même pas dire que je suis juive, mais dans la religion juive, c'est ce qui se dit. Et j'ai été protégée par ma sœur, et elle a choisi Jean-Jacques Goldman, je pense, pour m'empêcher de sombrer, parce que j'allais sombrer. Et en fait, vous racontez ça dans ce livre. Oui. Et en fait, qui n'est pas triste, hein, Non, il n'est pas du tout triste. Encore une fois, je vais vous dire, il y a de très jolis bonheurs d'écriture. Je vais vous dire certains que j'ai soulignés, mais parce que les romans, s'il n'y a pas de bonheur d'écriture, ça ne sert à quoi? Ça sert à rien. Et vous dites aussi, seuls les jeunes ont des coups de foudre. Ensuite, c'est des calculs, la plupart du temps. Qu'est-ce qui va m'apporter? Est-ce qu'elle est indépendante? Elle a un métier, il a une belle maison, des choses comme ça. Après 30 ans, c'est ça les rencontres. Comme quand on pèse la viande. Et je trouve ça très 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 joli. Il y a d'autres choses comme ça très jolies, et je vais en citer quelques-uns parce que on se dit voilà. Vous dites magnifique ça, oui, vous parlez de gens que nous avons connus. Alors oui, c'est ça, c'est un article sur Pierre Goldman, et sur une demi-page, dans le même article, était écrit en grand Monica. Parce qu'il y avait dans Libération un article sur Pierre Goldman, oui, il faut le rappeler. C'était sur Pierre Goldman. C'était ça qui était étonnant, oui, comme signe, hein, tout à fait. Tout à fait. Et c'est très intéressant. En fait, c'est un roman où on dirait, oui, Goldman vous accompagne. Vous l'avez envoyé votre livre à Goldman ou pas? Celui-là? Oui, celui-là. Oui. Je l'enverrai où? Je sais pas, parce que. On sait, il est à Londres, à Marseille. Non. Vous n'avez pas eu l'idée de lui envoyer? Non, même pas, parce que je pense qu'il comprendrait. Enfin, si, en même temps, ça lui ferait peut-être. Il comprendrait enfin, parce qu'il a été, à un moment donné, il a été assez apeuré quand même. Hein. Une fois, il s'est mis à donner un coup de tête avec sa guitare en me voyant. C'était où ça? C'était chez Drucker. Ouais. Et je pense que effectivement, il comprenait pas, parce qu'il voyait bien que je ne le suivais jamais. Donc il y a quelque chose qui... Vous le harceliez pas, vous n'étiez pas la fan. Mais pas du tout. Bien sûr. Donc il m'a jamais vu à un concert, il m'a jamais vu le suivre, il s'est jamais retourné, il m'a jamais trouvé derrière lui. Il me trouvait non, il arrivait après moi, toujours après moi. Donc j'ai vu qu'il a eu peur, et je ne lui ai jamais dit ce que je pensais, parce que ça aurait été tellement absurde dans sa tête, mais elle est folle, ou qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle croit et tout. Donc s'il lit maintenant, 30 ans plus tard, ce livre, évidemment, il va comprendre que tout ça, ce qu'il en est. On va continuer avec ça, avec ce roman extrêmement fort et je dirais bouleversant. Avec Annick Pérez après cette petite pause. Et puis avec vous, si vous voulez témoigner, 0826 300 300, vous posez toutes vos questions à Annick Pérez, vous connaissez le numéro 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les
Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. J'ai la vie, ouais, très belle chanson aussi de Jean-Jacques Goldman, il faut dire qu'il en a écrit pas mal de très belles chansons. Et celle-là, elle vous touche aussi Oui, parce que j'ai eu l'impression qu'il avait changé un an de ma vie. Après, ça s'est arrêté avec quelque chose qui a changé beaucoup plus ma vie et qui est à la fin du livre et qui fait une très belle fin à mon livre et qui est la plus belle chose qui me soit arrivée. Qui est la naissance de votre fille. Bien sûr. Mais effectivement, c'est vrai que cette espèce de rapport comme ça, et c'est très 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 étonnant. Vous racontez d'ailleurs, vous dites effectivement, vous dites ceci, vous dites, alors Goldman avait peur de moi, c'était clair. Je sais pas s'il avait peur de vous ou pas, mais enfin c'est votre sensation et c'est bien. Et quand je l'avais vu à un concert, il ne regardait que moi dehors, il me surveillait et moi je m'en fichais. Ce chanteur devait me sauver la vie, je ne lui demandais rien d'autre. C'était son devoir décidé dans le ciel. Monica l'avait décidé, Monica, votre sœur, enfin le nom que vous donnez à votre sœur, est choisi pour que je reste en vie. Comment je le sais? Parce que les âmes restent un an auprès de nous, ce que vous disiez là, et que Monica n'avait trouvé que la musique pour m'aider. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Et là, c'est très joli, ce que vous écrivez. Rester en vie, c'était un travail considérable, comme de la varap. Je grimpais sur sa voix comme un chat toutes les nuits. Il fallait que je vive. Il le fallait pour ma mère. Mais vous aviez envie de vous supprimer à l'époque? J'ai eu un moment où je me suis, je me suis jetée sous une voiture bleu marine. Ah ouais. Au tout début, ouais. Et puis après, j'ai fait mon cerveau s'est arrêté et j'ai décidé autre chose. Et j'ai suivi comme on suit. Je sais pas, quelque chose un poète ou une chanson ou quelque chose, et j'ai suivi Goldman. Enfin, j'ai suivi sans jamais le suivre. Oui. On n'oublie pas. Vous avez suivi les chansons de Goldman. Voilà, les chansons de Goldman. Et vous dites aujourd'hui, quelque part, il vous a sauvé la vie. C'est sûr. Non, il m'a sauvé la vie. Et alors, pour revenir à Pierre Goldman, j'ai aussi une amie m'avait emmené, Norbert Bensoussan d'ailleurs, qui me l'a présenté aussi dans une émission de Coluche. Et c'est qui est un producteur, c'est ça? Non, qui travaille avec Sabatier. Ah d'accord, avec Patrick Sabatier. Patrick Sabatier. D'accord. Et il me l'avait présenté et Jean-Jacques avait dit mais c'est une longue histoire alors qu'il m'avait jamais vu. C'est un truc de fou. Et pourquoi est-ce que je lui ai dit que s'il était le frère de Pierre Goldman, c'est que quand je l'ai vu au concert rentrer sur scène, alors que moi j'avais lu ce livre quand j'avais 14 ans et que je n'avais même pas d'image de Pierre Goldman, mais je sais même pas ce qui m'a passé par la tête, j'ai dit c'est le frère de Pierre Goldman. Et quand vous l'avez vu rentrer et vous n'aviez pas vu de photo de Pierre Goldman? Non, j'avais dû voir des photos tout le monde. Avez eu cette, mais j'avais 14 ans quand j'ai vu des photos. J'ai dit c'est le frère de Pierre. Et Norbert Bensoussan m'a dit mais ça va pas, je sais même pas qui c'est Pierre Goldman. On est quand même fin 80, 86, personne, enfin à part les gauchistes, les vrais, de tout ça, personne ne savait qui était vraiment Pierre Goldman, son visage en tout cas. Ils n'ont pas fait le lien avec Jean-Jacques. Moi je l'ai fait. Ouais, je raconte quelques lignes de votre livre. Quelques mois plus tard, Jean-Jacques Goldman annonçait, et il l'a dit effectivement, mais bien plus tard. 92, c'est ça, bien plus tard, qu'il était le demi-frère de Pierre Goldman, celui de l'affaire Richard Lenoir, militant d'extrême gauche soutenu par toute la gauche française, y compris les stars et l'élite des intellectuels, écroué pour le meurtre de deux pharmaciennes, puis relâché à la suite de son livre Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, où il prouve son innocence, et après ça a été évidemment très contesté. Un chef-d'œuvre ce livre d'ailleurs. C'est un très beau livre, absolument. Maître Kiechman, l'avocat, avait eu cette phrase culte quand il le défendait « On ne guérit jamais de son enfance ». Et vous écrivez, Annick Pérez, pour l'innocence de Pierre Goldman, j'en étais pas sûr, Daniel, ma tante, m'avait donné un livre rouge que Pierre Goldman avait écrit, Rapaport. Là, c'était un vrai fou. Pour « On ne guérit jamais de son enfance », c'était exact. J'ai vécu assez longtemps pour dire que c'est exact. Qu'on ne quitte jamais son enfance aussi, on se construit sur le moment où on est tombé. Vous le pensez toujours? On ne guérit jamais de son enfance? Jamais. Mais je pense que moi je vais pas faire Cosette, mais j'ai pas grandi comme il faudrait.
puisque ma sœur avait cette grave maladie, donc j'étais chez ma tante, j'ai peu connu mes parents. Depuis que vous étiez... Quand elle est née. Moi, je suis née après, elle est à 40 jours. Elle était déjà malade. Moi, je n'ai connu que votre sœur malade. Que ma sœur malade. Jusqu'à l'âge de 14 ans, après, moi, quand je l'ai connue, elle était bien, mais bon... Mais elle a été très très gravement malade et je me souviens qu'on lui donnait qu'elle avait sans arrêt des transfusions, qu'elle était sans arrêt à l'hôpital Saint-Louis, qu'elle était. Moi, j'habitais chez ma tante, j'étais un peu seule quand même. Donc j'ai eu une enfance compliquée et c'est vrai, on se construit. Sur le moment où on est tombé, et je me suis construite à partir de là où effectivement j'ai un problème avec la santé par exemple. J'ai un peu une sorte d'obsession sur la santé, sur le sang. Ouais. Il y a une transposition par rapport à ce qu'avait vécu. Je ne supporte pas de voir du sang, par exemple, des choses comme ça, des choses. Et c'est vrai que je me suis construite convenablement et je me sens équilibrée, si tant est qu'on puisse l'être dans ce monde compliqué, mais j'ai retrouvé, avec la naissance de ma fille, j'ai retrouvé le goût de vivre. Bien sûr. Ouais. Et non, c'est intéressant. D'ailleurs, je crois que nous avons une auditrice, Esteban. Oui, c'est Sonia qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Sonia. Oui, bonjour Sonia. Bonjour à tout le monde. Bonjour. André, je suis vraiment... Bonjour Annick. Je suis vraiment ravie de vous avoir au téléphone. André, je vous suis depuis des années maintenant et vraiment, voilà, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Je sais que vous l'entendez souvent, mais voilà. Et la santé, pensez aux médecines naturelles, aux remèdes de grand-mère. Il y a eu un moment où vous n'étiez pas très en forme. C'est vrai. C'était pour vous. Ça va mieux là, ça va mieux. Merci Sonia. Il y a des alternatives partout. Il n'y a pas qu'une voie et qu'un chemin. On est bien d'accord. Bonjour Annie. Bonjour. En fait, ça a résonné en moi en vous écoutant. Et parce que moi aussi, j'ai perdu des êtres chers. Notamment, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, ma maman. Mais j'avais perdu déjà très jeune mon papa. Et comment dire, comme vous... j'ai eu des signes et moi c'était pas de rencontrer une personne, mais voilà, j'ai pris conscience que les gens qui nous ont accompagnés, qui sont pas forcément visibles aujourd'hui, nous guident en fait et nous accompagnent. Donc au début j'ai cru que c'était un peu bizarre. On se pose des questions, on se remet en question, on se dit mais est-ce que je suis pas un peu dérangé, etc. Voilà. C'est ça. Tout le monde ne comprend pas, donc on évite de le dire à n'importe qui. Bien parce sûr. qu'il y a des gens qui arrivent à nous écouter. Voilà. Donc ça m'a apaisée. Donc en gros, en tout cas, je n'ai plus de parents. Et la dernière était la maman à laquelle j'étais attachée. Et ça a vraiment ouvert, comme une communication avec, ma maman. Oui, avec les autres. Et je voulais demander à Annick, à quel moment, parce que moi j'ai toujours quand même si j'y crois, j'ai ces moments où je remets un peu en question, à quel moment elle s'est dit, voilà, c'est ça, et je me fais pas d'idées. Voilà. Ça existe. Moi, je pense que dès le début, je me suis dit que c'était pas normal, que c'était ma sœur. C'était dès le début. Vous avez dit ça comme une conviction. J'ai jamais rencontré de stars comme ça, en bas de chez moi, même si j'ai habité en face de Françoise Sagan, donc j'ai rencontré quand même assez souvent. Mais je trouvais qu'il y avait trop de rencontres, qu'il y avait trop de coïncidences. Et comme je ne crois pas beaucoup aux coïncidences, je suis un peu comme Claude Lelouch d'ailleurs, je me suis dit non, il y a autre chose. Et du coup, ça m'a fait croire en Dieu quelque temps. Vous n'étiez pas croyante ? Je croyais je croyais pas aux religions. Je pensais qu'il y avait un Dieu, mais que notre cerveau n'était pas habilité à comprendre l'existence ou la non-existence de Dieu, et qu'on appelait Dieu tout ce qu'on ne comprend pas. Donc je n'avais pas de certitude, je doutais beaucoup, mais en tout cas là, pendant un an, j'y ai cru vraiment, et puis en plus j'étais devenue très 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 aventurière, j'avais peur de rien, je conduisais, je lâchais le volant, je mentais beaucoup, je m'amusais pendant cette année-là où j'étais protégée, j'avais l'impression d'avoir une protection particulière. Vous avez une double protection. Ah bah oui, j'avais une protection particulière, je rencontrais qui je voulais, c'était incroyable, mais je vous assure que c'est vrai, c'est vraiment vrai.
Oui, non, mais c'est intéressant de voir à quel point les existences particulières, les voix VOIES, particulières, amènent à ça. Et au fond, est-ce que vous avez eu quelqu'un d'autre que Goldman dans un autre ordre d'idée, une star, enfin disons quelqu'un de connu, qui a joué ce rôle pour vous ou pas du tout? Ou c'est vraiment là quelque chose de très particulier? Ah non, c'est vraiment la seule fois, oui, la seule fois où ça a été... Non, c'est la seule fois, je répète, il m'a sauvé la vie, ce chanteur. Et c'est... il avait dans... si vous voulez, mon chagrin, qui ne voulait pas sortir, qui était à l'intérieur de moi, avait un visage, un très joli visage de jeune homme, très séduisant, avec une voix, j'aimais bien les voix au perché comme ça et tout, et il avait la grâce. Et je pense que j'ai beaucoup aimé ce visage-là, et ce chagrin était joli. Et j'en avais fait en tout cas quelque chose de joli. Et enfin, lui en a fait ça. Et enfin, ou peut-être moi aussi, après tout, je suis une artiste, j'ai peut-être aussi embelli les choses et réinventé tout ce que je touche. Ben, ça fait partie effectivement de vous. Et puis ça fait partie, vous savez, c'est l'auditeur qui fait, et le spectateur qui fait le film aussi, l'auditeur qui fait la chanson. Ça existe aussi. Je voulais demander, Annie Pérez, par rapport, dans ce livre, vous racontez aussi quand même les personnes qui sont autour de vous, que ce soit votre fille, que ce soit votre mari, que ce soit des connaissances, que ce soit des amis, la famille. Mais quand vous avez eu ce côté où vous vouliez surtout pas que les personnes extérieures interviennent, c'est-à-dire dans votre deuil ou dans votre malheur ou dans votre douleur, etc. Et c'est-à-dire que quand ils arrivaient, vous disiez oui, là, c'est terrible ce qui est arrivé. Vous répondiez comment? Vous éloigniez ou... Une fois, on était venu me dire ça. D'abord, quand on me demandait des nouvelles de ma sœur, je disais elle va très bien. Alors, j'étais pas du tout dans un déni, j'étais pas folle. Je savais très bien qu'elle était plus là, mais j'avais pas envie des effusions extérieures. Je supportais pas les gens qui se jetaient sur moi, comme je vous l'ai déjà dit. Ouais. Et donc, mais ils se jetaient sur vous? Au tout début, le premier jour, oui. Oui, ma chérie, on va tout le monde s'est jeté sur moi. Ouais. Oui, vraiment, parce que il y a même un ami de ma sœur qui était médecin qui m'a dit maintenant il va falloir que tu grandisses et tout. Non, j'ai eu droit à tout ça, donc j'ai refusé tout. Et donc je disais qu'elle était en vie, mais quand quelqu'un le savait, je disais j'ai pas pu te voir la semaine dernière parce que ma sœur est morte, donc j'étais très occupée. Voilà, je répondais comme ça. Et après, j'allais chez le coiffeur et c'est là où je me suis coupé les cheveux. Et donc, effectivement, il s'agissait... Et vous avez gardé... Tenir à distance. Alors, oui, tenir à distance. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez gardé cette carapace ou ce pouvoir ou cette volonté de tenir à distance? Ou c'est plus le problème aujourd'hui? J'ai traversé depuis des choses considérables et j'ai toujours tenu à distance. Les choses et les gens. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, c'est une protection? C'est une manière de se protéger? Je pense que je suis née avec une autoprotection qui a été créée parce que je venais de voir... je sais que vous êtes né à Beyrouth, André Berkoff, mais moi, quand je parle de mon enfant, je dis mon enfant, c'était Beyrouth. Donc parce que oui, à l'intérieur, tout ça, il y avait des problèmes, des conflits, etc. Non, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la maladie de ma sœur qui était quand même que j'ai connue au moins 4 ans. En fait, vous êtes né avec la maladie de votre sœur. Enfin, voilà. Elle était déjà malade. Elle était déjà gravement malade, et donc je n'ai connu que ça. Et c'est vrai que je me suis construite. Je me suis construite pour faire face. Vous avez fait de la varap. Voilà. Comme vous écrivez dans votre livre. On va continuer avec Annick Pérez et Jean-Jacques Goldman et les sentiments, et la ronde des sentiments et la ronde des émotions, et c'est le plus important. Après cette petite pause. Et avec vous, 0826 300 pour réagir au témoignage d'Annick Pérez qui vient nous voir pour ce livre, je le répète, Comment j'ai échappé au malheur. C'est aux éditions Ramsay. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Elle est magnifique, ces chansons, c'est vrai. On a envie de chialer, quoi, presque. Parce que, vous voyez, moi-même, parce que je me dis que c'est là où Goldman est très fort, c'est qu'il nous fait tous penser à des gens qui sont proches de nous, qui ont été proches de nous, qui sont plus là, et qui comptent. Et d'ailleurs, tant qu'on sera là, ils seront là. Après, c'est notre problème. En tout cas, elle est là. C'est Joël qui est avec nous. Bonjour, Joël. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Berkov. Je suis ravie de pouvoir vous dire en direct combien je vous apprécie. Depuis 4 ans, je n'écoute plus que vous. Tout le reste ne m'intéresse pas. Parce que franchement, vous savez pourquoi. Vous en parlez assez souvent. Et je salue aussi, toute votre équipe et puis la dame qui est là. Et cette dame me fait penser, je crois bien sûr à son histoire, il n'y a pas de souci. Et ça me fait penser que ce qui m'est arrivé à moi, oui. Le 6 juillet 2015, maman décédée le jour de ses 96 ans. Et puis, nous étions proches, voilà. Et puis, de temps en temps, je m'adressais à elle. Je suis pas folle, je suis pas psychiatriquement, ça va. Mais disons que on parle, parfois on s'adresse comme ça à ceux qui ne sont plus là. Oui. Et puis, l'an dernier, j'allais déménager de Bordeaux, je venais dans le Béarn, j'ai quitté Bordeaux après 41 ans, et j'avais quelques soucis, je me disais, mon Dieu, dans le déménagement, comment ça va se passer, des trucs qui n'étaient pas vraiment très très importants, mais pour moi c'était important, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et puis, le 14 octobre, je m'adresse à maman, et je lui dis, voilà maman, il faut que tu me dises, que tu me rassures, que tu me dises que ça va bien se passer, ce déménagement, parce que vraiment je dormais mal et tout ça. Et puis je lui dis, mais je veux un signe, mais bien visible, je dis que je le vois, que je passe pas à côté, quoi, voilà. Et puis ce jour-là, je sors ma petite chienne à 10h le matin et je passe là sur la route en face de chez moi et mes yeux se portent par terre. Il y avait, vous savez, des fois vous avez des taches de goudron plus ou moins grosses. Et là, je vois sur un cœur, mais gris pâle, mais très très bien formé. Si je pouvais vous l'envoyer en photo, je vous l'enverrai. Je vous jure, mais qui est mesuré 10 cm de haut à peu près. Donc alors je regarde ça, et vous êtes sidéré d'abord, parce que vous dites, mais c'est quoi ce cœur, c'est quoi, voilà. C'est quoi ça? Donc je me dépêche, j'allais chercher mon portable, je photographie, je rentre. Voilà. Et l'après-midi, j'étais sur la terrasse, je faisais des anagrammes, je fais des mots fléchés, je fais des trucs, je faisais des anagrammes. Et à un moment donné, il y avait le mot éthéré. Éthéré. Et l'anagramme d'éthéré, c'est Thérèse. Et maman, elle s'appelait Thérèse. Oui, c'est... Alors, non, mais c'est sûr. Je comprends, Joël. Je me dis, voilà, c'est maman qui... Et après, tout s'est bien passé, c'est vrai. Mais je me suis dit, elle est venue, elle m'a dit... elle a donné un signe. Elle m'a donné un signe, c'est vachement important. Oui. Merci, Joël. Et vous savez, ça se rappelle, c'est une des premières chansons de Jean-Jacques Goldman, Il suffira d'un signe. Oui. C'est quand même pas par hasard. Là aussi, Oui. Je crois qu'on a... Merci, Joël. On a Marie-Guylaine qui nous appelle depuis Brive. Bonjour, Marie-Guylaine. Bonjour, Marie-Guylaine. Oui, bonjour. Alors, merci, André, de nous donner la parole. Et merci à Annie, je ne sais plus trop son nom. Annie, oui, absolument. Oui, alors merci beaucoup à elle. Je voudrais témoigner de 2 choses. Quand elle parle de Goldman qui lui a sauvé la vie, moi c'est aussi un artiste qui m'a sauvé la vie, c'est pas hasard que ce soit un artiste. À une époque où j'allais extrêmement mal, je savais qu'à 17h, rue Mouffetard, à Paris, il y avait un festival sur Narusé, un cinéaste japonais, et je n'ai tenu, je voulais me jeter par la fenêtre, et je n'ai tenu, je regardais heure par heure, et je me disais à 17h, il y a Narusé. J'avais rendez-vous avec Narusé, il m'a sauvé la vie. Donc voilà, je rejoins complètement ce que dit Annie. Et un autre témoignage qui me touche énormément de ce qu'elle dit, de son vécu, c'est pas un roman, apparemment c'est du vrai. Oui, c'est du, oui, absolument. Que pour moi, qu'on soit croyant ou pas, mais l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Notre époque ne s'occupe que du corps, que de la matière. Personnellement, je ne suis pas une obsédée, mais je vis tellement dans l'invisible du monde. Ça, évidemment, quand on parle comme ça, on est complètement largué. Pour moi, l'invisible du monde, il se passe tellement de choses. Il y a les âmes des vivants, les âmes des morts. Et ça circule, la vie continue même dans ce qui est caché, dans ce qu'on ne voit pas. Bien sûr. sûr. C'est l'essentiel de la vie. Un texte disait, l'essentiel est invisible aux yeux. Or, à notre époque, on fait tout le contraire. C'est pas étonnant qu'on aille si mal. Et merci à ce témoignage dont parle cette Annie, parce que
C'est Ouais. l'essence de la vie qu'on est en train de perdre. Mais lisez L'individu a perdu lisez son son âme, livre, Marie-Guylaine. notre monde. Lisez le livre d'Annick parce qu'elle le raconte vraiment très très bien et dans des mots. Elle a mis les mots MOTS sur les mots MAUX. Et ceux qui arrivent à faire ça, il faut les suivre. Faut les suivre et les lire. Annick Pérez, effectivement, ce que dit Marie-Guylaine, au fond, on est accompagné. Pour vous, on est une foule. Hein. Enfin, il y a beaucoup de gens, une foule. Moi, je pense que oui, mais ça dure qu'un an. Ah oui. Non, mais aujourd'hui, attendez, votre sœur, elle est toujours là pour vous ou pas? Non, j'ai l'impression qu'elle est restée un an. Elle est restée un an. Un an. Après un an, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tout. C'est intéressant. Ouais. D'abord, je n'ai plus jamais rencontré Jean-Jacques Goldman. Oui. Et ah oui, ça a duré un an. Oui, mais votre sœur, vous. Ma force a disparu aussi. Ah ouais. C'est un peu, on pourrait faire, ce serait comme dans les films, les Ghostbusters américains ou choses comme ça, où tout d'un coup il y a quelqu'un qui devient très fort et tout et intouchable et tout d'un coup, Après ça passe. Ça passe. Ouais. Vous voulez dire, c'est un peu, je pensais à un autre film, Une journée particulière. C'est une année particulière. Voilà, c'est une année de protection. C'est incroyable ce que c'est beau, cette protection. Et c'est très très beau. Vous en avez la nostalgie, Annick parfois oui, parce que bon, c'est une année où on connaît pas la peur, où on connaît que la musique, c'est vrai que j'étais enfermée par rapport aux autres. J'avais le Walkman même à table, dans les restaurants, partout. Donc j'étais coupée des autres. Mais moi, j'aimais bien cette chose que je vivais là pendant un an. Mais c'était évidemment, on m'attendait quelque chose de mieux. Mais là, c'était quand même un moment. Ce que j'ai aimé, c'est la force. Cette force qui était venue. Que la force soit avec vous, voilà, comme disait l'autre, effectivement. Et je pense maintenant, j'y crois. Et je sais, à chaque personne qui perd quelqu'un, je lui dis, tu vas être protégé un an. Et les gens me regardent ahuris. Qu'est-ce qu'elle dit? Et je lui dis, un an de protection. Ouais. Et j'ai vu que ça, dans bien des cas, ça c'est. On vous l'a dit? Oui, on me l'a dit. Ouais, il y a des gens il y a des gens qui m'ont dit, t'avais raison. J'ai eu un an de protection. Écoutez, en tout cas, mais vous ne vous sentez pas désarmé aujourd'hui, pour en finir. C'est plus le problème. Mais je connais peu de gens qui se sentent pas désarmés aujourd'hui. D'ailleurs, puisque on est là sur Sud Radio, je voulais parler de tout à fait autre chose. J'avais envie aujourd'hui de féliciter les insurgés de Sciences Po, qui sont devenus les stars en Iran du régime de Khomeini, puisque aujourd'hui toutes leurs images circulent, c'est des grosses vedettes. Alors je voulais ajouter à ce système iranien mes félicitations. C'est pas rien d'être adulé par les Iraniens qui dirigent ce pays. Et ces jeunes malheureux qui en souffrent, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, c'est sur une note effectivement conflictuelle et politique qu'on finit là-dessus. Et moi, je voudrais rappeler, c'est le roman d'Annick Pérez. Il faut le lire parce que il apporte quelque chose justement qui n'est pas de l'ordre du circonstanciel, mais qui est de l'ordre du permanent. Et vous savez, tout ce qui est permanent, c'est ça auquel il faut nous raccrocher aujourd'hui. Comment j'ai échappé au malheur, c'est écrit par Annick Pérez aux éditions Ramsay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff, on se retrouve demain de midi à 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.